Au plus profond de l'obscurité étouffante des mines souterraines, le bruit rythmique d'une pioche brise le silence. Un jeune homme nommé Kay, trempé de sueur et couvert de crasse, refuse de s'arrêter de travailler jusqu'à ce que le son change. Une goutte visqueuse et lumineuse d'un bleu céruléen tombe d'une fissure et s'accumule sur la roche. Kay se fige, puis se précipite en avant. Il remplit une bouteille en verre du liquide bleu, de l'encre, la ressource la plus précieuse de ce monde désolé. Une créature d'ombre nommée Nero saute sur son épaule. Kay remercie Nero pour son aide et se dirige vers la surface, espérant que cette prise lui vaudra enfin d'être accepté dans le corps des pionniers. En sortant de la grotte, il pénètre dans un vaste désert gris. Mais à l'horizon se dresse la cité lumineuse, baignée de lumière prismatique. À l'intérieur des murs de la ville, les rues explosent de célébrations. Des confettis tombent en pluie tandis que les coloristes, l'élite protectrice de l'humanité, défilent sur l'avenue. Contrairement aux civils à la peau grise, les coloristes rayonnent de couleurs néon éclatantes. La foule acclame, les félicitant d'avoir abattu une autre créature géante et d'assurer la sécurité de la ville. Cependant, dans les bas-fonds du quartier de l'ombre, la réalité est dure. Malgré une pancarte à l'examen du corps des pionniers de Rancé promettant une ambiance chaleureuse et familiale, Kay est violemment jeté hors du bâtiment et glisse sur la terre tandis que l'examinateur, ricanant, se tient en haut des marches et lui aboie « Dégagez ». Humilié, Kay se relève en hâte et brandit la bouteille d'encre lumineuse, hurlant qu'il est qualifié. L'examinateur ignore l'encre, regardant Kay avec une lassitude agacée. Il soupire, qualifiant la situation de pénible, puis prononce le verdict final. Le garçon n'est pas rejeté à cause de ses compétences, mais parce qu'il est incolore. L'examinateur se moque, car mineurs et ouvriers sont incolores dès la naissance. Il grogne que les ignorants qui oublient leur place doivent être corrigés. L'énergie de l'examinateur jaillit de sa main, la chaleur obligeant Kay à sursauter et à se protéger le visage. L'examinateur laisse son pouvoir s'embraser juste pour l'intimider, affirmant qu'il est incolore. Kay reste au sol, tandis que l'examinateur et ses deux sbires se dressent au-dessus de lui. L'examinateur se moque du rêve du garçon de devenir pionnier. Il écarte les bras, déclarant que seuls les élus peuvent s'aventurer dans le désert noir, un royaume d'obscurité absolue et de cauchemar. Il décrit les créatures qui rôdent là-bas, des dragons et des loups, et affirme que lui et son équipe sont des héros parce qu'ils risquent leur vie pour ramener des ressources. Il conclut qu'un incolore n'en serait jamais capable. Le groupe lui tourne le dos, disant au garçon de trouver un travail qui lui convient et de dégager. Le roux ajoute une dernière menace cinglante. Si le garçon l'embête encore, il le tuera. Les énormes portes en bois claquent, laissant Kay seul dans le silence du couloir. Soudain, un minuscule bruit vient briser le calme. Nero sort la tête de la poche déchirée du garçon, tremblant. L'expression de Kay s'adoucit. Il réconforte Nero, poussant un soupir las mais forçant un sourire bien rodé. Il se dit que le rejet, c'est la routine. Avec une soudaine étincelle de détermination, il pose la main sur sa poitrine et réaffirme sa promesse de devenir le plus grand coloriste, puis ajuste son col pour cacher la créature. Alors qu'il marche, un homme aux cheveux verts l'observe derrière la fenêtre, mais le garçon continue d'avancer. L'après-midi s'étire alors que Kay se ferait un chemin dans le labyrinthe de la ville industrielle, séparé de la foule par un mur invisible d'échecs. Plus tard, debout dans une rue animée, Kay ouvre son carnet. C'est un cimetière de croix et de noms barrés. Épuisé et avec l'impression que le monde donne raison à l'examinateur, il admet qu'aujourd'hui est un nouvel échec. Il aperçoit un bâtiment modeste avec une enseigne en bois, Atelier Marie. Accablé par la déception de l'échec, il s'avance vers la porte. La lourde porte en métal grince en s'ouvrant, laissant passer une lumière grise et terne avant de se refermer d'un clic. Kay entre dans l'atelier, annonçant son retour. Marie lève les yeux, ajuste ses lunettes avec un sourire accueillant, mais son expression se fige en voyant sa posture voûtée. Elle devine à juste titre qu'il a encore échoué. Kay admet qu'elle a besoin. Le rejet fait mal, et même Nero se laisse aller par sympathie. Marie s'indigne alors, affirmant que Kay est plus fort que les pionniers ordinaires. Kay lui rappelle que le corps n'accepte pas les 100 couleurs, quelle que soit leur force. Marie fait valoir qu'il parvient à récupérer des artefacts dans le désert noir, mais Kay connaît la vérité. Il ne survit dans ces cavernes obscures que grâce à Nero. Mais les affaires passent à bon tour. Kay sort une bouteille d'encre lumineuse. Marie accepte avec joie de l'acheter. Alors qu'elle verse l'encre dans une machine, elle se plaint de la récente pénurie d'encre et de la flambée des prix. Kay a mentionné que la ville pourrait augmenter le nombre de pionniers pour faire face, car toute la vie de la cité dépend de l'encre. Kay s'appuie contre le comptoir, abattu. Il est prêt à travailler, mais aucun corps ne veut de lui. Marie lui demande s'il a réfléchi à sa suggestion précédente. Quand Kay hésite, trouvant l'endroit intimidant, Marie claque une affiche sur la table. C'est un avis de recrutement pour le corps de pionniers de rang S, l'Aube, promettant un test d'entrée basé uniquement sur les compétences. Kay fixe l'affiche sous scheutre. Il pensait qu'il serait recalé, mais Marie insiste, c'est sa chance. Elle lui demande s'il veut toujours devenir coloriste, ce qui déclenche chez lui le souvenir de son jeune moi debout sous la pluie avec cette ambition. Elle lui promet qu'elle sera là pour lui. Kay finit par souge. Elle a raison, il ne peut pas se permettre d'hésiter. Kay quitte la boutique avec le flyer, faisant un signe d'au revoir à Marie.
En traversant la ville industrielle monochrome, il se rend compte que la Dakinite approche à grands pas. Soudain, Nero grogne. Kay s'arrête, sentant un changement dans l'atmosphère. Depuis l'ombre, une silhouette s'avance pour lui barrer la route, tenant une canne surmontée d'un orbe vert lumineux. L'homme aux cheveux verts lève une matraque qui brille d'une lumière verte et féroce. Il libère un croissant de force verte qui s'abat sur Kay comme un bélier. Kay hurle alors que l'impact le projette violemment en arrière, le laissant glisser dans la poussière, inerte et brisée. Lorsque la poussière retombe, l'assaillant regarde en bas avec un amusement blasé, tandis que son sbire se tient à proximité. Le sbire ricane, traitant la victime d'incolore et se demandant comment il a survécu au coup. L'assaillant répond froidement qu'il mourra de toute façon bientôt et que personne ne soucie de la disparition d'un incolore. À côté de la main inconscient du garçon, Nero tremble et pleure, laissant échapper un gémissement déchirant. Kay perd connaissance, mais la conscience lui revient lentement dans un brouillard de douleur. Il se réveille dans un endroit qui sent les produits chimiques entouré de tuyaux industriels. Un panneau avertit qu'il s'agit d'une installation de traitement des déchets d'encre. Avant qu'il puisse reprendre ses esprits, il se rend compte qu'il est suspendu dans les airs. L'homme est momentanément surpris que Kay soit réveillé, mais son expression redevient vite froide. Il dit à Kay que c'est pas de chance et qu'il va tomber vivant. Le liquide en dessous est un déchet d'encre, un mélange de toutes les couleurs. Il prévient que c'est mortel pour les humains et que ça dissoudra complètement le corps. Il se moquait en disant qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour se débarrasser d'un cadavre. Terrifié et perdu, Kay exige de savoir pourquoi ils l'ont attaqué. L'homme explique qu'ils ont été stupéfaits de trouver un trésor dans le quartier de l'ombre, une créature intelligente qui suit un humain. Le sbire brandit une cage en métal contenant Nero, qui presse son visage contre les barreaux en pleurant. La fureur prend le dessus sur la peur de Kay. Il agrippe le poignet et le col de l'homme, hurlant de lâcher Nero. L'individu reste de marbre, moquant sa lutte vaine. Il jubile, promettant fortune en vendant cette rareté au marché noir, trop précieuse pour un minable sans couleur. Kay maudit sa négligence dans le quartier de l'ombre, se rappelant une vie de mépris où Nero était sa seule famille et source de chaleur. Refusant de perdre sa famille pour une raison aussi pathétique, Kay resserre sa prise et rugit « Ne te fous pas de moi ». Kay attrape l'homme aux cheveux verts, mais au lieu de sentir de la chair, la sensation de l'homme commence à changer. Il touche un vide terrifiant et affamé. Ses veines gonflent et une sueur froide perce sur son front alors que sa vitalité est violemment aspirée. Pris de panique, il hurle que quelque chose est en train d'être aspiré hors de lui. Il regarde Kay et voit un abîme glaçant, immobile, enveloppé d'une sombre miasme, avec des yeux blancs luisants. Dégoûté par cette sensation répugnante, l'homme utilise ses dernières forces pour repousser le garçon en arrière dans l'immense puits circulaire. Alors que Kay chute, les deux hommes restent au bord, regardant vers le bas, dans l'encre trouble des égouts. Leur arrogance revient aussitôt. Ils ricanent que le travail est terminé et se tournent immédiatement vers la cupidité, gloussant à l'idée de s'enrichir au marché noir. Tout près, Nero tremble derrière des barreaux de fer, poussant un cri désespéré, mais les hommes ignorent sa supplique et s'éloignent. Dans l'abîme, le garçon tombe. Le cri mourant de Nero transperce sa conscience. Il hurle intérieurement qu'il doit sauver Nero, mais son corps lui semble lourd et déconnecté. Alors que l'obscurité l'enveloppe, il se demande si c'est vraiment la fin, mais un souvenir perce le désespoir. Marie est la promesse qu'il a faite. Soudain, la chute physique s'arrête, remplacée par un silence métaphysique absolu. Il reste suspendu dans un vide d'encre sans direction. Une voix traverse l'immobilité, demandant à Kay pourquoi il reste là sans rien faire. Kay se réveille et demande qui parle. La voix crie à Kay « Accepte-le, n'hésite pas, sauve Nero ». La voix révèle qu'elle attendait ce moment. Elle lui dit d'accepter sa véritable couleur. La peur s'évapore, remplacée par une détermination froide. L'obscurité s'engouffre en lui, lui donnant de la force au lieu de l'étouffer. Kay se relève, irradiant d'intensité alors que les gribouillis chaotiques se rassemblent en une seule vérité. Depuis l'obscurité tourbillonnante, une main pâle et balafrée tend, une invitation au pouvoir, et Kay est prêt à la saisir. Le monde se dissout dans un vide de lignes griffonnées et de ténèbres. Une tempête chaotique d'encre tourbillonne autour de lui, étrangement intime, alors que la prise de conscience de sa couleur s'imprime dans son esprit. L'encre ne fait pas que l'entourer, elle est une extension de lui-même, se concentrant en une singularité dont il est l'encre. Les sensations reviennent lentement. Il regarde ses mains, confus et désorienté. Sa mémoire est un miroir brisé. Il se souvient avoir été submergé dans l'encre, mais tout le reste est vide. Une angoisse existentielle s'installe lorsqu'il réalise qu'il ne sait pas qui il est. Soudain, un gémissement tremblant perce le brouillard. Sa vision s'éclaircit, révélant les deux hommes qui l'ont acculé. Entre eux se trouve une cage contenant un Nero tremblant. Le nom le frappe instantanément, brisant son amnésie. Le brouillard se dissipe, remplacé par un seul impératif, sauver Nero. Son corps agit par instant. Il tend la main, canalisant l'obscurité qui coule dans ses veines. La pression de l'air chute brutalement alors qu'un immense geyser d'énergie noire jaillit du sol. L'explosion soudaine fait reculer les deux ravisseurs terrifiés.
L'homme aux cheveux verts regarde incrédule alors que l'immense torrent d'encre ne se disperse pas mais se condense en un seul point de gravité. Lorsque la poussière retombe, l'encre a disparu. À sa place se tient une silhouette drapée d'ombres vivantes, ses cheveux ondulants comme une flamme noire et sa posture dégageant une intention prédatrice et létale. Paralysé par une peur primitive, l'homme aux cheveux verts comprend que ce n'est pas un humain, mais une créature. Au-dessus de lui, l'ombre s'étend en une gigantesque main griffue, prête à les écraser comme des insectes. Sous les décombres d'un bâtiment, une foule se presse contre le cordon de police où un vieil homme terrifié hurle sur un agent blasé. Le témoin affirme qu'une main gigantesque est apparue de nulle part et a détruit la zone, mais l'agent fatigué le repousse, décollant les doigts de l'homme de son bras comme s'il s'agissait d'une gêne. Derrière eux, au milieu des barres d'acier tordues et du béton brisé, deux policiers transportent une civière. Le corps n'est pas ensanglanté mais entièrement gris. La peau, les vêtements et les cheveux ont été vidés de tout pigment, ne laissant qu'une coquille monochrome. Deux coloristes observent la civière, un homme aux cheveux rouges flamboyants et une femme aux cheveux saphir et portant des lunettes. La femme remarque froidement que les victimes sont des membres du corps des pionniers de Rambé, connus pour leur mauvaise réputation. L'homme aux cheveux rouges regarde le corps être chargé dans un véhicule, sincèrement perplexe quant à la cause de cette perte totale de couleur. L'homme se reconcentre sur leur mission, enquêter sur la présence signalée d'une grande créature. Reconnaissant l'homme aux cheveux rouges, l'officier blêmit, réalisant qu'il a affaire à un coloriste. L'officier salue frénétiquement, en sueur, et se présente comme le responsable du site. Le coloriste aux cheveux rouges balaie la formalité d'un geste et demande à voir les lieux. L'officier tendu les conduit au cœur des décombres, où des tuyaux sont sectionnés et le sol criblé de cratères. L'homme aux cheveux rouges s'accroupit, ses yeux brillant d'une faible lueur cramoisie alors qu'il confirme la présence de traces d'une créature. La femme aux cheveux saphir est perplexe. Elle fait remarquer qu'il surveille tous les grands monstres et qu'en général, seuls des petits types inoffensifs existent à l'intérieur de la ville. La femme craint qu'une nouvelle variante soit apparue. L'homme aux cheveux rouges se relève et lui dit de ne pas tirer de conclusions hâtives, même s'il soupire devant la difficulté de traquer la bête. Alors qu'ils se tiennent dans les décombres gris, un faible bruit de pleurs résonne depuis des profondeurs inconnues. Kay se réveille dans un vide froid et silencieux, au son de la voix de Nero et d'une langue humide et râpeuse qui frotte ses cheveux. Réalisant que c'est Nero, il sursaute et l'examine pour voir s'il est blessé. Nero pépit, indemne, et Kay pousse un grand soupir de soulagement. Mais la réalité le rattrape. Kay se souvient du regard suffisant de l'homme au gilet avant qu'il ne le jette directement dans l'encre. Un espoir désespéré lui serre soudain la gorge. Il réalise que s'il a survécu à l'encre, quelque chose a peut-être changé. Le cœur battant à tout rompre, Kay inspecte frénétiquement ses paumes et ses bras, suppliant l'univers de lui avoir enfin donné une couleur. Il ne comprend pas comment il a encore envie, ni pourquoi il fait aussi noir. La panique monte. Incapable de voir quoi que ce soit, il appelle Nero pour qu'il fasse de la lumière. Nero pépite et se transforme en un faisceau blanc transperçant les ténèbres. Mais la lumière dévoile un cauchemar. Ils sont entourés par les racines tordues d'arbres ancestraux et des centaines d'yeux blancs luisants. D'énormes scarabées, des démons cornus et des bêtes d'ombre les fixent droit dans les yeux. Terrifié, Kay reconnaît immédiatement le paysage. Il se trouve dans le désert noir, plus précisément dans la forêt noire, une zone dangereuse réservée aux pionniers de Rambé et plus. Alors que des formes monstrueuses commencent à émerger du sol vivant, Kay hurle à Nero de s'enfuir. Il sprinte entre les arbres, Nero filant à ses côtés. Un énorme tentacule dentelé surgit de l'obscurité, claquant ses mâchoires à quelques centimètres de son bras. Cagne esquive de justesse, criant que c'était trop près. « Merci » crie Kay à Nero en courant à travers l'obscurité. La petite entité lumineuse lui sert de balise, tandis qu'une meute de loups démoniaques à nageoires lui mord les talons. En courant, Kay ressent un changement. Il suit Nero avec une grâce surnaturelle, visualisant un vide sombre d'énergie tourbillonnant dans sa poitrine. Il se rend compte que, malgré la distance parcourue, il n'est pas du tout fatigué. Il saute par-dessus la fissure dans le sol, se déplace avec une vitesse et une agilité surhumaines, son corps débordant de puissance. Soudain, un loup massif se jette sur lui. Kay se fige. Sa position est incorrecte et il ne peut pas esquiler. Les mâchoires de la bête se referment sur son avant-bras, mais au lieu de sang, le loup se recule comme s'il avait mordu du fer. La bête hurle et retombe dans l'ombre. Et lui serre le bras, stupéfaite de constater qu'il est totalement indemne. Il comprend que cette durabilité est le pouvoir de l'encre, le pouvoir d'une couleur. Nero gazouille, mais soudain le sol tremble. Des ténèbres émergent un monstre massif aux cornes recourbées et à l'unique œil brillant. Un cyclope? Kay crie. Il est pris de sueur froide, terrifié à l'idée qu'un prédateur venu des profondeurs de la forêt noire apparaisse ici. Le géant leva un poing de la taille d'un rocher et en l'abattant anéantit le sol dans une explosion massive. Nero flotte au-dessus des décombres, gazouillant d'inquiétude en regardant Kay mal en point en contrebas. Kay est assis au milieu des ruines, meurtri mais pas vaincu. Malgré les lourds dégâts, une vague de confiance inconnue l'envahit. Il comprend qu'il n'a pas besoin de fuir. Il sent qu'il peut gagner. Des souvenirs de son passé misérable défilent, se cacher dans des coins gris, être faible, se faire rabaisser parce qu'il était l'exclu sans couleur. Mais maintenant, il a enfin la couleur qu'il désirait.
Kay se relève, décidé à ce que les choses changent. L'énergie s'échappe de sa peau. Il se dit qu'il en a fini de fuir. Un souvenir vif d'une main tendue agit comme un catalyseur, et les ombres explosent, transformant Kay en une silhouette déchiquetée de pure puissance sombre aux yeux blancs lumineux. La bête cornue rugit et abat ses griffes massives. Kay plante son pied, brisant la terre, et se projette en avant comme un projectile d'ombre. Il abat son poing sur le monstre avec la force d'une météorite. Une onde de choc cataclysmique d'énergie déchire le paysage, pulvérisant le sol et déracinant des arbres millénaires. Kay flotte au centre de la tempête, mais soudain, la sensation se transforme en un vent qui s'engouffre. Il se retrouve en train de tomber, mais pas à travers le vide gris habituel. Sous lui s'étend un monde de montagnes acérées et de forêts luxuriantes. Kay halète, les yeux rivés sur le ciel azur éclatant, les feuilles émeraudes et la lumière dorée du soleil. Son esprit vacille alors que la vérité choquante le frappe. Ce sont des couleurs. La gravité le rattrape, transformant son halètement en un cri terrifié alors qu'il traverse la canopée et s'écrase sur le sol de la forêt dans un fracas assourdissant. Nero le suit de près, pépiant d'inquiétude en le voyant atterrir. Il gémit, tente de se redresser, mais se fiche d'horreur. De sombres volutes d'encre s'élèvent de sa peau comme de la fumée. Son essence même est en train de s'effacer. Il réalise avec une clarté glaçante que son pouvoir a un prix terrible. Chaque once de force qu'il utilise consume son existence. Alors que la panique s'installe, la réalité bascule dans un vide noir étouffant. Une voix cruelle murmure depuis l'ombre, se moquant de son hésitation. Elle le pousse à céder à la faim et à dévorer la couleur juste devant lui, l'avertissant que c'est la seule façon d'éviter la mort. Revenant brutalement à la réalité, il lutte pour rester conscient, les yeux fous et le souffle court. Poussé par la peur viscérale de mourir, il tend une main tremblante. Dans un rugissement, il libère un torrent d'ombre qui se tord en une vague de forme démoniaque pour tout engloutir. Nero reste figé, terrifié, tandis que l'énergie noire traverse la forêt, arrachant les arbres et creusant un immense cratère dans la terre. Quand la poussière retombe, le silence revient. Il est affalé contre un rocher, meurtri et épuisé, mais l'encre a cessé de couler. Levant les yeux vers le ciel nuageux, il pousse un profond soupir de soulagement. Il a fait l'impensable, mais il a survécu. À l'atelier de Marie, Marie est occupée avec un schéma lorsque la porte retentit. Elle esquisse un sourire, mais le visiteur ne réagit pas. C'est une silhouette silencieuse enveloppée dans une cape lourde et en lambeaux, immobile sur le seuil. Lorsqu'il finit par entrer, ses lourdes bottes résonnent sinistrement sur le sol. Marie recule, le cœur battant, et l'interpelle, mais la silhouette l'ignore et s'approche encore. La panique prend le dessus. Marie attrape une lourde clé à molette, la brandissant comme une épée. Elle le prévient de s'arrêter ou elle le descendra. Le visiteur se précipite en avant. Marie pousse un cri et se prépare à l'impact, mais il s'arrête brusquement et rabat sa capuche. C'est Kay. Il est couvert de bandages avec des cheveux noirs en bataille et affiche un sourire nerveux et de travers. Il lui dit de se calmer, avouant qu'il a du mal à se reconnaître lui-même. Marie est stupéfaite, fixant son apparence transformée. Mais à mesure qu'elle prend conscience de ses blessures, son choc se transforme instantanément en une rage protectrice. Elle saisit un marteau pour le brandir avec sa clé, tremblant de fureur. Elle hurle qu'elle ne pardonnera jamais aux salauds qui ont fait ça et menace de leur éclater la tête. Kay lève les mains en signe de reddition, en sueur, tandis que Nero le regarde sans expression. Il lui dit doucement que tout va bien. L'adrénaline retombe et Marie s'effondre contre le comptoir soulagée. Elle avoue qu'elle s'est fait un sang d'encre depuis qu'ils ont perdu le contact. Kay la regarde avec chaleur, s'excusant et heureux qu'elle soit saine et fauve. Marie réalise l'impossible. Il a survécu à sa chute dans les déchets d'encre et en est ressorti avec de la couleur. Cependant, elle fait remarquer que sa nouvelle couleur, le noir, est associée au monstre et craint qu'il ne soit traité comme un paria. Kay n'est pas inquiet. Il s'appuie contre le comptoir, déclarant que cette tragédie lui a donné l'occasion de devenir coloriste. Il prévoit d'aller directement passer l'examen d'entrée du corps des pionniers. Mais alors, sa résolution héroïque s'effondre. Se rendant compte qu'il est en haillons, il la regarde d'un air pitoyable et lui demande s'il peut lui emprunter des vêtements et de l'équipement, promettant de les rendre plus tard. Marie soupire et demande combien de fois cela s'est déjà produit. Marie affiche un sourire désarmant, affirmant que sa générosité n'est pas de la charité, mais un investissement calculé dans un futur coloriste. Avant que Kay ne puisse assimiler ce titre, elle lui attrape la main et l'entraîne en avant avec une énergie contagieuse. Il trébuche, Nero sur son épaule vacillant avec le mouvement. Elle le conduit dans une réserve, présentant un ensemble d'équipements comme un magicien révélant un tour. Elle affirme que les articles sont parfaitement adaptés pour lui. À des kilomètres de là, un immense colisée de pierre domine les terrains d'essai, engloutissant une mer d'espoir. À l'intérieur, l'air vibre de nervosité. Sur le sol, un trio de candidats se serrent les uns contre les autres. Un homme su face au nombre impressionnant de concurrents, tandis que son ami tente de le rassurer avec un sourire forcé. Ils se rassurent mutuellement en se disant que rien que d'atteindre l'examen d'entrée du corps des pionniers de l'Aube est déjà un exploit. Intégrer cette unité de classe tombe, l'espoir de la cité radieuse, c'est le rêve ultime. Mais la concurrence est féroce et l'air crépite de puissantes auras.
Des murmures parcourent la foule à l'apparition des élites. Les regards se tournent vers Elysian, une chasseuse de primes aux cheveux turquoise, debout avec une élégance glaciale. Cependant, le centre de gravité se déplace vers Gale, l'épée du vent, portant le numéro 126. Le trio nerveux évoque les rumeurs sur sa force, sa cruauté et sa radiation déshonorante, le considérant comme une bombe à retardement. Mais la peur laisse place à l'arrogance, et l'un des hommes ricane, affirmant que Gale ne lui arrive pas à la cheville. Gale entend chaque coup, il marmonne, les traitant de gamins ridicules sans même se retourner. Parcourant la foule de ses yeux verts perçants, il ne voit que de la médiocrité, rayant mentalement les ratés un à un. Son regard s'arrête lorsqu'il aperçoit Elysian. La reconnaissant aussitôt, son ennui disparaît. Un sourire d'Orquin s'étire sur son visage alors qu'il ajuste son gant. Enfin, quelqu'un qui mérite son attention. Ignorant son regard de prédateur, Ellie lève les yeux vers le ciel. Soudain, une voix électronique brise la tension. L'attente est terminée. L'examen d'entrée du corps des pionniers de l'aube commence maintenant. Gay observe avec une anticipation féroce, tandis qu'Ellie se prépare avec un calme concentré. Le temps des paroles a révolu. L'air de l'arène s'alourdit d'intimidation alors qu'une silhouette s'avance dans la lumière. Il avait des yeux dorés lumineux et portait un lourd appareil mécanique sur l'épaule. Des chuchotements parcoururent la foule. C'était un coloriste du corps des pionniers de l'aube. Pour ces candidats, il était une légende et un vétéran de rang S, célèbre pour ses victoires. Sa présence prouvait que le corps prenait au sérieux la recherche de véritables talents. Dans une aura dorée, le coloriste jaune parla à la foule. Il évoqua leur raison de venir, que ce soit l'argent, le pouvoir ou l'honneur, mais trancha en disant que rien de tout cela ne comptait. Les yeux flamboyants, il affirmait que seule la compétence comptait. Il fut franc sur la réalité qui les attendait. Au-delà des murs s'étalaient les terres noires, un monde où seule régnait la loi du plus fort et où la médiocrité valait condamnation à mort. Pour prouver leur valeur, il n'y aurait ni épreuves écrites ni entretien. Le premier tour était un tournoi de combat pur et simple. La tension cédant à l'adrénaline, la sélection débuta aussitôt. Le speaker a annoncé le numéro 126 et le numéro 286. Gale s'avança. Il s'agissait du numéro 126. Tandis que la foule le reconnaissait comme un poids lourd, il jubilait intérieurement, impatient de enfin vaincre son ennui. Il regarda son adversaire, le numéro 286, une silhouette entièrement dissimulée par un lourd manteau, immobile comme une statue. Gale analysa sa poire. Voyant l'attitude gauche et détendue de la silhouette encapuchonnée, il la jugea faible. Estimant qu'aucune stratégie complexe n'était nécessaire, Gale dégaina son épée, déclarant qu'il en avait fini de se retenir. Il se balança avec un mouvement brusque et soudain. L'air hurla alors que des traînées d'énergie verte lumineuse jaillissaient de son acier, se matérialisant en courant de vent tranchant. Les spectateurs s'exclamèrent, identifiant l'épée du vent de haut niveau. Émerveillé par un tel prodige à son âge, la foule vit le garçon faire tourbillonner le vent violemment. Avec un sourire dément, il défia son adversaire immobile de bloquer l'attaque. « Si t'échoues, je vais te réduire en morceaux !» annonce Gale, sa voix dégoulinant d'arrogance et de menace. Le sol se fissure sous ses bottes alors qu'il explose dans une aura verte éclatante, se jetant en avant avec une attaque fulgurante à une vitesse aveuglante. La silhouette encapuchonnée reste totalement immobile. Soudain, il assène un coup dévastateur qui fait trembler toute l'arène, soulevant un immense nuage de poussière. Lorsque les débris retombent, la foule pousse un cri de stupeur. Gale est étendu sur la terre fracturée, vaincu en un instant. Les spectateurs restent figés en réalisant que l'homme à terre n'est autre que le célèbre génie Gale. Ils sont sous le choc qu'une personne de son niveau ait été mise hors de combat aussi facilement. Gale halète, l'esprit embrouillé par le fait d'avoir été stoppé net en un seul coup. Debout au-dessus de lui, la silhouette encapuchonnée regarde sa propre main avec une légère surprise, marmonnant que l'impact l'a vraiment surpris. Il rabat sa capuche, révélant des cheveux noirs en bataille. Il était un jeune homme pointe un doigt, murmurant « noir ». La panique gagne le public. Le coloriste jaune crie que le noir est la couleur des créatures, tandis qu'Ellie se demande si le vainqueur est même humain. La foule conclut que la mise KO de Gale d'un coup vient de ce terrifiant pouvoir noir, fixant Kai non comme un combattant, mais comme une anomalie. Kai remarque que la foule n'applaudit pas. Ils ont l'air terrifiés. Ils froncent les sourcils, déconcertés par leur réaction. L'arène est un mélange chaotique d'acclamations assourdissantes et de pierres qui s'effondrent. Au centre, un mage panique et lance un énorme pic de terre sur son adversaire, mais Kay ne bronche pas. Il fonce tout droit, brisant le gigantesque pic de pierre à main nue. Avant même que le mage ne réalise l'impossibilité de la scène, Kay est déjà dans sa garde. Des traînées d'énergie noire suivent Kay alors qu'il enfonce son poing dans le ventre d'un autre adversaire, l'envoyant valser à travers la salle.
Le haut-parleur retentit, déclarant Kay vainqueur. Ce n'est pas un coup de chance, c'est un massacre. Les combats suivants se fondent dans un rythme violent. Kay écrase un adversaire contre le sol, créant une onde de choc, puis met le challenger suivant à terre d'un seul coup décisif. La curiosité de la foule se transforme instantanément en admiration. Tout en haut, sur la passerelle d'observation, le coloriste jaune observe la scène avec un sourire calculateur. La jeune assistante à ses côtés fait remarquer que ce gamin est le meilleur du groupe, mais que ce n'est pas qu'une question de talent. L'assistant masculin à ses côtés comprend, avec avidité, que le garçon est le tout premier détenteur du noir. Il sait qu'il doit le recruter avant que les rumeurs ne se répandent. Entendant des pas, le coloriste jaune se tourne pour accueillir les nouveaux arrivants, Rouge et une femme aux cheveux couleur saphir. Le coloriste jaune les taquine, leur demandant ce qui les amène à l'examen. Rouge prétend qu'il ne faisait que passer, mais le coloriste jaune le relance à propos de sa récente mission. Rouge se remémore brièvement une ville en ruine et une mission au point mort, admettant avec un soupir qu'il n'y a eu aucun progrès, juste un mal de tête. Changeant de sujet, Rouge demande s'il y a quelqu'un qui mérite d'être choisi. Le coloriste jaune regarde en bas, mentionnant une femme de la famille Sian, mais précise qu'il y a quelqu'un d'unique. Alors que Rouge se concentre sur le garçon dans la fosse, sa respiration se coupe. Il murmure « Noir ?» L'assistant ricane, confirmant que Rouge a bien reconnu le pouvoir. Il explique que le gamin a même écrasé un favori du haut du classement, garantissant ainsi son admission dans l'organisation. La femme aux cheveux saphir demande si c'est vraiment lui, et Rouge le confirme. Rouge pense en lui-même que l'apparition d'une nouvelle couleur juste après cet étrange incident est trop précise pour être une coïncidence, et décide de continuer à observer. Dans l'arène, Ken essuie la sueur sur sa joue et serre le poing. Il réalise qu'il ne fait pas gagner, il domine, sentant son incroyable pouvoir tout juste éveillé. Son rêve de pionnier devenait réalité, mais son excitation était tempérée par un souvenir. C'était un sombre avertissement. S'il abusait de sa capacité et perdait sa couleur comme la dernière fois, son parcours s'arrêterait là. Son introspection fut brisée par un craquement assourdissant. Une immense structure de glace jaillit du sol de l'arène. Au milieu de la brume glaciale se tenait la candidate numéro 17. Ellie rengaina son épée fine avec calme, laissant son adversaire suspendu en l'air, enfermé dans une prison de glace solide comme un glacier. La foule murmura d'admiration en louant la prestigieuse famille Sian, Ka observait, mais alors qu'Ellie se détournait, son regard se fixa sur lui. Un instant, le bruit s'estompa. Ses yeux Sian, brillants et surnaturels, le fixèrent, glacial. Il se figea, transpirant sous cette intensité, se demandant ce qu'elle percevait. Aussi vite, elle rompit le contact et s'éloigna, le laissant déconcerté, alors que la première épreuve prenait officiellement fin. Tout en haut du podium, le coloriste jaune annonça qu'en raison du planning, il n'y aurait pas d'entracte. Ils allaient enchaîner immédiatement avec l'épreuve suivante. Alors que les candidats recalés entamaient leur marche honteuse vers la sortie, les survivants épuisés essuyaient leur sueur, se plaignant du rythme infernal. Tout espoir d'une épreuve plus facile fut aussitôt étouffé. Le coloriste jaune hésita, l'air nerveux, alors qu'il annonçait le surveillant de la deuxième épreuve. Le coloriste rouge fit son apparition, un sourire prédateur et confiance s'étirant sur son visage. Un souffle collectif de terreur parcourut la foule. C'était le coloriste rouge, l'un des plus puissants de la cité radieuse, et la légende vivante qui avait reconquis les terres noires. Des rumeurs circulaient selon lesquelles son pouvoir était si instable que même ses alliés hésitaient à travailler avec lui. Le désespoir s'installa. Sous sa surveillance, l'échec semblait inévitable. L'examinateur jaune avertit frénétiquement Rouge de ne pas modifier les paramètres de l'épreuve, mais Rouge l'écarta d'un geste désinvolte. S'avançant au bord, les yeux brillants de puissance, il annonça aux candidats en contrebas que l'épreuve était simple. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était d'endurer. Sans attendre, il déchaîna une vague de feu cataclysmique depuis le podium. Le monde vira à l'orange et au rouge alors que la chaleur suffocante s'abattait. Les candidats ont foncé dans les flammes rugissantes. Rouge n'avait pas seulement invoqué le feu, il avait recréé l'enfer d'une zone où il a survécu. Il se moque d'eux, les prévenant que ça va chauffer. Il décrit les terres noires, affirmant qu'en comparaison de ce cauchemar, cette chaleur brûlante n'est qu'un poil douillet. Son air malicieux disparaît. La condition est simple, il suffit d'endurer pour réussir. S'ils ne supportent pas cette chaleur contrôlée, ils n'ont rien à faire ici. À l'intérieur des sphères enflammées, la panique s'installe immédiatement. La chaleur écrasante fait taire les plaintes des élèves lorsqu'ils réalisent que l'épreuve est complètement folle. Un élève tente de repousser la barrière rouge, mais se rend compte que son pouvoir ne peut même pas l'égratigner. Il ne peut que serrer les dents et prier. Depuis la touche, le coloriste jaune remarque la maîtrise à l'œuvre. Des rumeurs disaient que Rouge se relâchait, mais maintenir autant de barrières individuelles demande un contrôle du mana insensé. Visiblement, les rumeurs étaient fausses. Alors que Rouge savoure sa puissance, un craquement l'interrompt. De vives fissures bleues se propagent en toile d'araignée sur une sphère enflammée, le givre étouffant les flammes. Dans un fracas assourdissant, la barrière explose et Ellie jaillit dehors. Elle atterrit avec grâce, rafraîchissant l'air autour d'elle. Rouge est sincèrement impressionné. Même avec l'avantage élémentaire de la famille Sian, briser sa suppression aussi rapidement fait d'elle une véritable prodige. Satisfait, il reporte son attention sur K. Le gamin est toujours piégé, raide et tremblant.
Rouge l'observe, peu impressionné, pensant que le garçon ne fait que retarder l'échec inévitable. Mais dans l'esprit de Cass, c'est le chaos total. Il hurle intérieurement, réalisant qu'il est fichu. Il a gaspillé beaucoup trop de couleurs lors de son dernier combat. Maintenant, sa défense s'effondre et son essence noire s'échappe. S'il se retrouve à sec devant ses élites, il ne va pas seulement échouer, il sera démasqué comme étant sans couleur et finira disséqué comme un rat de laboratoire. Pris de panique, il scrute frénétiquement l'enceinte enflammée. Il lui faut une bouée de sauvetage tout de suite, n'importe quoi qui puisse absorber, comme la dernière fois. En réalisant que la barrière est une manifestation d'un pouvoir lié à la couleur, il en déduit qu'elle doit être compatible pour l'absorption.